Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je devrais peut-être plutôt dire d'ailleurs salut salut, au cas où vous regardez cette vidéo en replay. J'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Another Homepage, je suis toujours Nils, et ça fait un petit moment que je ne suis pas venu. Donc comme d'habitude, on va commencer par peut-être quelques essais sons. J'espère que que le son n'est pas trop décalé avec l'image. On va faire le petit test de clap habituel. Hein. Attention. Moi j'ai déjà un décalage au niveau du retour vidéo, ça commence bien. Je suis en train de me demander si j'ai pas laissé traîner des trucs. Parfait pour le son sur le stream en tout cas. Et ben merci beaucoup à Yamupsala, d'ailleurs salut à toi. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé un bon week-end. Ce soir, on va faire joujou avec un truc qui s'appelle Vagrant. Mais comme d'habitude, c'est juste que c'était devenu une habitude, donc je préfère prévenir pour celles et ceux qui regarderont en replay que on va d'abord papoter un petit peu, je pense 10-15 minutes, le temps d'accueillir les gens, de raconter 2-3 bricoles et probablement aussi de raconter pourquoi je voulais tester Vagrant. Et aussi, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça se mange? Et avec quelle sauce? Ok. Alors, je pensais que mon retard de retour vidéo était dû à un souci de Wayland versus X11, mais je suis en X11, donc normalement ça devrait passer. Ok, bon. Je ne connais que Vagrant Stories. Je n'ai pas la ref. Je n'ai pas la ref. Oups, là, je suis désolé. Hop. Et je vais en profiter pour saluer Xavier. Ouais, désolé Xavier, j'ai mis un moment à te répondre, donc j'ai bien vu ton hello, j'ai aussi vu ton sub. Merci beaucoup pour ton sub, 25 mois d'abonnement, c'est génial, ça fait plus de 2 ans. Je te remercie d'être là, d'être là avec tout ce temps. Vagrant Story est un RPG sur PlayStation 1. Sur PlayStation 1 ou sur une plus récente. Merci d'être encore là malgré tout ce temps et malgré ma pause, puisque ça doit faire un bon mois que j'ai pas streamé, non? Yes, sur PS1 à l'ancienne. Putain, je l'ai toujours ma PS1. Hein. Faudrait que je la fasse réparer, ou que je la répare, mais je l'ai toujours. Alors, j'étais sur la page de stream, mais mon Firefox n'a pas rafraîchi la page. Ah, ça arrive. Salut à toi, Elodie Léo. Pareillement, comme avec Xavier, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Petit avertissement habituel, pour les fois où ça arrive. Il se trouve que j'ai un métier fantastique qui, de temps en temps, me réclame d'être joignable soir et week-end. Ça s'appelle une astreinte, et figurez-vous qu'on est en plein dedans, c'est un week-end d'astreinte. Alors, je ne vais pas... comment dire, je vais toucher du bois, pour le moment ça se passe bien. Mais voilà, il se peut qu'on voit... il y a toujours une possibilité qu'on voit le mouton volant, ce qui voudra dire qu'il aura fallu que je sorte l'ordi du boulot et que j'aille travailler un peu. Et si jamais ça dure plus de 5 minutes, eh bien je couperai le stream. J'espère aussi que ma voix n'est pas trop nasillarde, parce que figurez-vous que je traîne un sale rhume. Donc voilà, je me suis couvert, hein, j'ai mon petit thé bien chaud, et j'espère que ça va passer. Ah, en tout cas, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'être de retour. Ah, c'est bien agréable. Le thé chaud sur les mains, comme ça réchauffe les mains. On va pouvoir attaquer. Hein. Oui, le temps s'est rafraîchi, je confirme. Figure-toi que... donc pour ceux qui... je vais faire un petit instant hashtag vie perso, pas tech du tout. Je crois que j'avais déjà abordé le fait que je pratique la course à pied. Et j'ai profité d'avoir un peu de temps pour aller justement me rhabiller pour l'hiver.
parce que effectivement, il fait pas chaud. Et partir courir à 7 h du matin en ce moment, je peux vous dire que c'est assez... comment dire, bah, c'est frais, c'est très frais. Donc je suis allé me prendre de quoi être un petit peu moins au froid, un petit peu plus au chaud. Hop. Et pendant ce temps, hop. Alors, donc je finis de préparer les trucs. Bon, normalement les messages sont déjà passés sur les réseaux sociaux. Hop. Et je vais juste aller. Pareil pour le vélo, on va ressortir les collants. Ouais, non mais je vois, moi j'essaye de rester le plus possible en short ou en corsaire une bonne partie de l'année, mais là j'ai cédé, j'ai remis le gros job qui va juste en bas, et encore ça suffit pas. Donc je suis allé acheter les trucs dits pour les températures inférieures à 10 degrés. Oh, Adrien, salut à toi. Bah écoute, ravi de te ramener cette fantastique armoire en pain. Et je suis aussi très heureux de te retrouver sur mon live. Je vais en profiter d'ailleurs pour te faire le petit shootout qui va bien. Et il faudra d'ailleurs que je pense à faire un petit shootout à Inforéa, qui doit encore être en live d'ailleurs. Ouais, il est encore en live, mais je suis passé sur son live pendant que je préparais celui-ci, donc il faudra que je lui fasse un shootout aussi, parce qu'il m'en a fait un, donc voilà, renvoyer l'appareil, tout ça, même si bon, je pense pas qu'il ait vraiment besoin de mes shootouts, mais quand même, par sympathie, ça me fait plaisir de lui faire un shootout aussi. Et Adrien, j'espère que tu vas bien. Alors j'ai pas regardé tes dernières vidéos, j'ai pas trop eu le temps. Mais je devrais rattraper ça incessamment sous peu. D'ailleurs, pour l'anecdote, ce PC-là n'est pas encore passé en Fedora 39. Je suis encore en Fedora 38 dessus, mais j'ai passé tout le reste en Fedora 39. Et quand je dis tout le reste, même mon serveur dédié qui était en CentOS Stream 8, en fait, j'avais deux petits dédiés, je les ai résiliés, j'ai pris un plus gros qui me coûtait moins cher que les deux, et je l'ai mis en Fedora. J'ai mis en Fedora serveur. Ça s'est très bien passé. Et ah bah oui, justement, tiens, il faudra que je regarde ça alors. De mémoire, tu utilisais pas une Gentoo ou une dérivée, genre ça s'appelle pas Calculate, je crois. Gentoo, oui, ok. Et tant que j'y suis dans les autres anecdotes, alors je ne l'ai pas allumé pour l'instant, mais comme je l'ai indiqué sur le Discord, je me suis enfin procuré le deuxième Ventirad, et j'ai avancé dans les benchmarks. Du coup j'ai 2 processeurs dans la machine. Je peux vous dire que ça souffle un peu plus, ça consomme beaucoup plus. Et c'est vraiment un monstre cette machine. Ne perturbe... Non mais il n'y a pas de souci. Dual boot avec calculette, mais bon, tu la démarrais plus. Il n'y a pas de problème. Bon, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, je pense. Hein, globalement, tout le monde, je pense que tout le monde est là, et puis les autres vont passer. Est-ce que le shootout... Est-ce que je peux en faire un tout de suite? Ou est-ce que c'est trop tard? Ou plutôt trop tôt? Ouais, c'est bon. Voilà. Alors, je vous explique. J'aimerais faire quelques évolutions sur un truc qui s'appelle le cours serveur Linux. Alors, si vous ne savez pas de quoi il s'agit, je vais vous l'afficher dans un instant. On va se faire comme ça, on va remettre comme ça. J'ai un peu perdu mes habitudes, hein, alors vous m'en voudrez pas, j'espère. Hop. Nous disions donc, hop, le navigateur, s'il veut bien s'afficher comme ça, voilà. Hop, on va grossir un petit peu. Et je vais vous mettre ça dans le chat, bien entendu, parce que sinon, c'est pas intéressant.
Est-ce que je vais rajouter ça? Ah oui, tiens, j'ai pas lancé... J'ai pas lancé Discord. Je l'ai lancé sur un autre PC pour vous faire l'annonce de... Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Hop, voilà. Donc, de quoi s'agit-il de ce cours serveur Linux? Il s'agit d'un cours que j'ai écrit à l'attention d'étudiants auxquels j'enseigne chaque année. Généralement, justement en début d'année, généralement courant février, généralement entre fin janvier et début mars, je les ai, ces étudiants. Et l'idée, c'est de leur faire une sorte de, on va dire, from zero to WordPress, quelque part, avec quelques extras quand même, ou je dirais même pas mal d'extras, puisqu'on démarre en mode, on installe une Debian et on va aller configurer les repos, configurer les utilisateurs, installer un serveur web, PHP, une base de données, généralement MariaDB. Et puis on fait joujou avec ça, on installe on essaye de montrer comment on fait un site statique, faire un site en PHP, et on met un PHP MyAdmin et on met un WordPress. De façon à pouvoir gérer un peu le serveur. Si on a le temps, on fait un petit peu de conteneurs Docker aussi, un petit peu de firewalling. Je leur montre comment on se connecte en SSH, comment on le fait avec des clés. Comment on automatise un peu une installation, comment on profite de la virtualisation pour justement cloner des VM, ce genre de choses là. Et grosso modo, ce que j'aimerais, c'est quelque part dépoussiérer un peu ce cours, un de ces quatre. Et pour dépoussiérer ce cours, il y a un truc qui m'emballe bien et qui s'appelle Vagrant. Alors, déjà du lien du live, coller, voilà, tac, ça c'est vu, voilà, et en combien d'heures? Alors, c'est une bonne question. Alors, honnêtement, on ne finit jamais le tout. Tu vois, en plus, là, il y a les deux derniers chapitres, je les ai jamais écrits parce qu'on les a jamais faits. Généralement, on finit pas tout, hein. Il y a des trucs qu'on saute. Généralement, je fais un seul des deux serveurs web. Et l'HTTPS, on le voit pas non plus. Et les sujets sécurité, je sais que je l'avais fait en live, parce que en fait, ce cours-là est aussi disponible. Je l'avais fait en stream, et c'est dispo sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Ça tient en une douzaine d'heures. Enfin, c'était fait, j'essayais de le faire tenir en une douzaine d'heures. Honnêtement, là, aujourd'hui, ça tient pas en une douzaine d'heures. Je sais plus combien de vidéos j'ai fait, mais... alors, généralement, c'était des cours de 3 heures, et je faisais des vidéos de 2. Oui, c'est court, mais on m'a pas laissé plus de temps. Et d'un autre côté, ce sont des étudiants et des étudiantes qui, à la base, ont un cursus plutôt sciences humaines, histoire, et qui viennent de découvrir la technique Linux, Git, Python. Donc quelque part, je peux pas leur demander de devenir des ingénieurs informatiques. Et il se trouve que je pense par exemple que toute la partie installation de machines virtuelles, installation automatisée, c'est des trucs qui certes sont intéressants dans l'absolu, mais je suis pas sûr qu'il soit nécessaire que je les garde dans le cours. Et il y a des choses que j'ai basculées dans un autre cours, qu'on a fait ensemble, enfin qu'on a vu ensemble ces dernières semaines, qui était vraiment le cours apprentissage de la ligne de commande. Et donc par exemple, là-dedans, il y a par exemple, typiquement sudo, je vais pouvoir l'enlever, puisque c'est dans l'autre cours. On avait dans l'installation d'un premier serveur Debian, je me demande si on n'avait pas la gestion des utilisateurs et la gestion des... voilà, la gestion des logiciels, ça on l'a vu dans le cours, précédent. Hide, hop là, voilà. Ça aussi, hide, hop, voilà, comme ça, on a un peu mieux à lire. Salut à toi Gizmo, bonsoir à toi, et tu te détends avec du Vagrant après avoir tripoté des filtres BGP sur un microtik. Eh bien, c'est... effectivement, là, ça va être de la détente, enfin, ça dépend pour qui.
Donc ça, par exemple, je vais pouvoir l'enlever parce que je l'ai littéralement copié-collé à 2-3 ajustements près dans l'autre cours. Bon, la configuration du réseau, mais surtout la gestion des utilisateurs et des groupes, ça c'est quelque chose que j'ai mis dans l'autre cours aussi. Donc je devrais pouvoir alléger ça. Et ce que je me dis, c'est que pour faciliter en fait la pratique de ce cours, je voudrais pouvoir faire en sorte que les étudiantes et les étudiants puissent déployer des machines virtuelles, je suis tenté de dire presque, peu importe l'OS qu'il y a sur leur machine. Parce que les années précédentes, j'avais moins le problème, mais cette année, j'ai beaucoup d'étudiants dont la machine est sous Windows. Et en fait, ce cours-là part du principe que la machine physique est sous Ubuntu. Et ce que je me dis, c'est que non seulement parce que je ne veux pas obliger mes étudiantes et mes étudiants à être sous Linux, même si perso, moi je préfère, et je veux pas obliger que toutes les personnes qui veulent suivre ce cours soient forcément sous Linux. Et donc je veux pouvoir faire en sorte que ce soit plus accessible. Alors du coup il y a des choses qui sauteront parce que Vagrant, et on va y venir, je vais expliquer Gizmo de quoi il retourne. Avec Vagrant, forcément, on ne va pas voir l'installation d'une Debian de façon classique. Mais à la limite, est-ce réellement un problème ? Est-ce réellement un problème ? J'ai envie de croire que non. Peut-être que dans le chat, il y a des gens qui sont d'un avis différent, et je suis curieux d'avoir vos arguments. Donc, pourquoi est-ce que je me suis dit, tiens, il faudrait que j'essaye Vagrant ? Alors, avant d'aller directement sur Vagrant, petit rappel, si jamais je fais sur Wikipédia, non pas HashiCorp Vagrant sur Wikipédia, je veux chercher conteneur virtualisation, voilà, tac. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a quand même pas mal de technologies pour faire du déploiement applicatif de façon facile. Et on a notamment deux technos qui sont la virtualisation et les conteneurs. Et en gros, généralement, j'ai... Ah, alors peut-être pas dans la VF. Non, je sais plus si c'est dans la page en anglais ou sur les pages de virtualisation, où on a... Hop, non, on l'a pas ici. Virtualization. Allez. Est-ce qu'il y a le petit schéma qui va bien? Non, il n'y est pas. Dommage. Dommage. Et comme je suis une quiche en dessin, forcément, ça va pas aider. Full virtualization. Est-ce que là, on va avoir un truc? Ok, je sais plus où était passé le... configuration, non. Hardware assisted, hypervisor... ah, tiens, ça, voilà, ça va être sympa. Hop, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on virtualise? Quand on virtualise, eh ben, on a notre machine physique. Tiens, c'est marrant, la leur a un écran qui s'appelle Pony. Poney, c'est mignon. On a une machine physique qui est capable... donc dans le hardware, on a ce qu'on appelle un hyperviseur. Donc ça va être un logiciel qui a accès au matériel et qui va permettre d'avoir plusieurs systèmes d'exploitation complets qui fonctionnent en parallèle. Donc pour la faire de façon un petit peu plus comment dire, pour essayer d'imaginer les choses, on peut avoir sur un même PC, on va avoir par exemple un Windows 10, une Fedora 39 et une, je sais pas moi, une Alpine par exemple, ou un FreeBSD, je sais pas moi, on va dire un FreeBSD 5, tiens, pour le LOL. On peut avoir tout ça en parallèle, qui fonctionne.
Et chaque on va dire, instance de système d'exploitation a des ressources qui lui sont allouées, et ces ressources, normalement, il ne peut pas les dépasser, et ça permet quelque part d'avoir une certaine segmentation. Et ça permet aussi de pouvoir tirer parti de notre matériel de façon plus intense. Ça évite, si par exemple, là je viens me connecter ici et que je fais un petit htop, donc ça c'est ma machine, la machine physique qui sert à streamer, on peut voir qu'on a un load average à 4,57, alors sachant que j'ai 8 vCPU, enfin 8 threads, on voit qu'on est à voilà, 48% d'utilisation de la machine. Et encore, je suis tenté de dire, ah tiens, en average, ouais voilà, j'utilise à peu près la moitié des ressources processeurs à ma disposition. Ce qui fait que, en fait, mon PC, la moitié du temps, il se tourne les pouces. Et lorsqu'on virtualise, on peut potentiellement se dire, eh ben, on peut essayer d'utiliser au maximum toutes les ressources dont on a besoin. Donc ça, c'est assez cool, la virtualisation. Mais ça veut dire qu'on a un système d'exploitation complet qui est en fonctionnement. Et une autre techno qui a pas mal pris de l'ampleur ces dernières années s'appelle la conteneurisation. Et en fait, la différence avec la conteneurisation, c'est que ce n'est pas un système d'exploitation complet, un conteneur. Le conteneur partage notamment le noyau du système hôte. Donc quelque part, c'est comme si je démarrais une deuxième fois mon même noyau, mais avec un conteneur qui peut être alors, dans le cas des conteneurs Linux, une distrib différente. Si par exemple, je me reviens ici, j'ai un Podman sous la main. J'ai un Podman. Si je fais un Podman run-it, on va dire Debian, normalement il va me chercher le latest, bin bash. Alors je crois que je me suis planté dans la... Bon, voilà. Donc il va me récupérer le dernier conteneur Debian disponible. Donc ça doit être une Debian 12. Et ce qui va être marrant, on va voir ça une fois qu'il m'a démarré le conteneur. Voilà. Si je vous fais un uname -a, vous remarquerez que j'ai beau avoir un conteneur Debian, le truc me dit, au fait, Nils, t'es dans un noyau 6.6, .fc38. Alors que si je veux un cat etc Debian version, on voit bien Debian 12.2. Et je peux faire apt update par exemple. Hop, non, apt update dans mon conteneur, et on voit bien que voilà, Debian bookworm quoi. Alors que si je quitte mon conteneur et que je vous refais le uname, là on a vraiment on a le même noyau, bien entendu, hein, exactement le même, c'est la même chose. Mais là par contre, si je vous fais un apt update, alors déjà d'une, je suis pas root là dans l'immédiat, mais c'est pas grave, mais il va me dire voilà, apt command not found. Et si je fais un cat etc Debian version, et bien entendu que non, ce n'est pas une Debian. Par contre, je peux vous faire un cat etc Fedora release, et là, on a une Fedora release. Donc, vous avez remarqué un truc, quand j'ai lancé mon Docker, pas mon Docker, mais quand j'ai lancé mon Podman, alors j'ai lancé Podman parce que moi je préfère Podman, mais vous pouvez faire la même avec Docker, hein. Vous remarquerez que le téléchargement et le lancement de l'image Debian, etc OS version. Ah oui, etc OS version, effectivement. Hop. OS version. Tu dis universel ? À la limite, j'aurais peut-être dû faire LSB release. J'ai installé le truc LSB ? Ah non, j'ai même pas installé LSB. Bah non, je l'ai pas. Je l'ai pas. Mais à la limite, c'est pas très grave. C'est pas très grave, parce que ça permet de voir de toute façon qu'il y a des différences entre les distribs, et qu'on voit bien que j'ai démarré un conteneur Debian.
et que finalement j'étais pas dans mon OS normal. J'étais vraiment dans le conteneur, mais le conteneur a le même noyau que l'autre sur lequel il s'exécute. Et là où c'est intéressant, c'est que la vitesse de déploiement du conteneur, enfin voilà, le temps que je papote, finalement, mon conteneur, il était téléchargé. C'était quelques dizaines, voire allez, si le conteneur fait 500 mégas, c'est le bout du monde. Dans le cas d'une Alpine, c'est vraiment ultra léger. Et ça se lance très vite, ça se coupe très vite, parce que là, si je fais Podman PS, normalement, PS-A même, vous voyez, j'ai des vieux conteneurs qui datent d'il y a 2 mois, et mon Debian, il s'est terminé il y a 2 minutes, et il n'est pas en cours d'exécution. Or, si je décide de redémarrer cette VM Ubuntu que j'ai créée pour qu'on fasse joujou avec Vagrant, c'est un quart d'heure, 20 minutes à installer. Et à démarrer et à éteindre, si je l'éteins et que je la rallume, c'est... Alors, on a beau être sur du SSD, on a beau être... j'ai beau lui avoir mis 4 vCPU, c'est au moins 1 minute ou 2. Et ce qu'il se passe, c'est que Vagrant, et justement on va enfin pouvoir dire qu'est-ce que c'est que Vagrant, eh bien Vagrant, c'est un moyen de déployer à des fins de test, un moyen de déployer facilement des machines virtuelles, et de le faire presque aussi facilement que des conteneurs. C'est quand même ultra pratique. Et quand on est avec des étudiantes et des étudiants et qu'on veut juste monter des maquettes, ça permet très facilement de pouvoir déployer un environnement de lab, de TP, de maquette. Et si jamais l'étudiant casse son environnement, et ben, au lieu d'avoir à se farcir toute la réinstallation de l'OS, et ben, il fait une commande Vagrant qui va lui détruire son environnement, et une autre commande qui lui permet de le redéployer, grâce à un fichier de conf qu'on pourra lui fournir. Après, s'il met en vrac le fichier de conf, c'est un autre débat, mais ça, c'est plus facile de récupérer un fichier de conf que de récupérer un système Linux en vrac. Alors, a priori, ce serait ETC OS Release. Hop, ETC OS Release. Effectivement, là sur l'Ubuntu, j'ai ça. ETC OS Release. Effectivement, j'ai ça aussi. C'est sympa, c'est un fichier qui a l'air d'être pouvoir sourçable en bash, ce truc-là. Et si jamais je relance mon Podman Run, ETC OS Release, je l'ai aussi. Ok. Ensuite, dans les trucs, je suis toujours très surpris dans à peu près tous les conteneurs que je fais tourner à chaque fois quand tu fais un apt update, il y a des images dispo. Les mecs qui construisent les containers Docker, ils font jamais les mises à jour de la distrib du conteneur. Alors, Gizmo, je pense que dans le cas de comment dire, dans le cas des images, on va dire, officielles de distribution, puisque je peux faire la même avec Fedora, CentOS, Alma, bref, peu importe. Je pense qu'en fait, ils font, à chaque fois qu'il y a une mise à en anglais, on va dire une point release, je pense que voilà, quand tu as des mises à jour comme ça, genre là par exemple c'était une Debian 12.2, quand Debian 12.3 sortira, il y aura des images Docker. Mais je pense que refaire des images toutes les semaines, c'est probablement pas intéressant pour eux. Maintenant, effectivement, la problématique de la mise à jour des images de conteneurs c'est quelque chose qui est... c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet.
Je pense que c'est un vrai sujet qui doit être adressé aujourd'hui malheureusement par les équipes qui gèrent des conteneurs aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu es dans une entreprise et que tu as une prod avec des conteneurs, oui, il faut que tu t'assures que les conteneurs sous-jacents de tes applications sont eux aussi à jour, voire même idéalement que ce soit toi qui crée tes conteneurs quand tu le peux. Alors, en effet, c'est rapide, mais pourquoi pas une image QEMU KVM pour monter un lab rapidement. Quelle vitesse, je troll. Alors, Gizmo, très sérieusement, donc j'ai ce besoin-là pour pouvoir faciliter des labs pour mes étudiants et mes étudiantes, et j'ai aussi ce besoin justement pour me réaliser des labs perso. Parce que justement, j'essaye en ce moment de me faire des labs K8S, des labs Elasticsearch ou d'autres trucs. Et je me rends compte que je n'ai pas forcément... comment dire, j'avais créé un truc avec du Terraform qui s'appelle Manynodes. Je sais pas si certains ou certaines d'entre vous s'en rappellent, mais finalement c'est assez limité. Et en fait, ce que je me dis, c'est qu'avec Vagrant, je peux facilement proposer mes fichiers Vagrant et pouvoir vous les proposer entre guillemets à la communauté pour pouvoir faciliter la création de labos selon différentes technos. Je comprends le besoin, mais déjà que la virtualisation c'est pas simple à comprendre quand tu es étudiant, alors du conteneur dans de la VM, dans un hyperviseur, me manque. Alors je te rassure, je vais pas leur faire du K8S à mes étudiants, mais l'idée c'est que il faut quelque part, c'est aussi un moyen de leur inculquer le fait que aujourd'hui on est dans un état d'esprit où les machines virtuelles et les conteneurs, ce ne sont plus des comment dire. Alors en anglais ils disent des snowflakes, mais je trouve que c'est pas forcément très très parlant. Mais ce qu'ils veulent dire par là, c'est que chaque flocon de neige est unique. Et aujourd'hui, on est vraiment dans un état d'esprit de standardisation, d'uniformisation, et de rendre les instances de machines virtuelles et de conteneurs littéralement jetables. En gros, ça en devient à ce que... Alors, hop. Donc là, ça va, il n'y a pas de marque sur la boîte de mouchoirs jetables, mais littéralement, voilà. Oups, je l'ai déchiré, mais c'est pas grave. À la limite, c'est pas grave, j'en prends un autre. Je vais pas vider la boîte de mouchoirs là comme ça, juste pour vous montrer l'exemple, mais voilà. Ça, c'est un conteneur ou une machine virtuelle. Dans le monde d'aujourd'hui, idéalement, voilà, une fois que j'ai fini de m'en servir, hop, poubelle. Ce qu'on avait convenu d'ailleurs avec, c'était il y a peut-être 2-3 ans de ça, avec des étudiants, je leur avais dit effectivement, il y avait une autre phrase comme ça pour montrer ça, qui disait de traiter ces serveurs non pas comme des animaux de compagnie, mais comme du bétail. Je vous la fais en français, mais en gros, c'était en anglais, c'était treat your server not as pet but as cattle. Alors, j'admets volontiers que si jamais vous êtes végétarien ou vegan, c'est pas une comparaison qui est très agréable à entendre. Et je crois qu'on avait dit traitez vos serveurs comme du gazon et pas comme des rosiers, par exemple, ou comme des bouquets de fleurs. Je pense que maintenant vous avez le principe. Et en gros, pour moi, Vagrant permet de faciliter ce genre de choses-là. Donc, l'idée, parce que ça fait quand même un petit moment que je papote, ça fait un peu plus d'une demi-heure, c'est que ce que je voudrais faire, au moins dans un premier temps, dans cette petite VM Ubuntu que j'ai installée pour l'occasion, c'est essayer d'installer Vagrant
il va falloir que je choisisse une techno de virtualisation pour Vagrant. Et il y a des chances que ce soit malheureusement VirtualBox. Et on verra ensuite comment est-ce que je peux voir ça. Parce que l'idée, c'est que non seulement je voudrais le tester avec une machine Ubuntu comme hôte, entre guillemets, et pourquoi pas, puisque j'en ai prévu une, pourquoi pas une machine Windows, pour pouvoir ensuite vérifier que ce que je fais d'un côté est accessible de l'autre. Pour l'instant, déjà, ce sera déjà pas mal si j'arrive à faire ne serait-ce qu'un morceau des tutos Vagrant qui sont normalement disponibles sur le site officiel. Donc, community, self-manage, always free, download, bon, ok. Est-ce qu'il y a peut-être des repos pour... Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est que le site, je vais vous le mettre dans les liens du live. J'avais voulu faire des tutoriaux il y a un petit moment. Je sais qu'ils ont de la doc, hein, mais j'avais pas forcément les prérequis logiciels. Donc, si je fais download, à mon avis, il va m'envoyer tout de suite. Donc, on va aller faire documentation. Hop. Et documentation, est-ce qu'il y a un truc du genre quick installation, overview, backwards compatibility, upgrading from source, uninstall, command. Ok, donc si je fais overview, multiple hypervisor, ok, c'est cool. Est-ce qu'ils auraient pas plutôt quick start, ce genre de choses là. Intro, c'est bien ça, intro. Ah oui, non. Pourquoi Vagrant? Voilà, pour les développeurs. Ah tiens, ils proposent même pour les ops d'avoir du Vagrant. Alors moi, je vois très clairement l'avantage pour les développeurs. Vagrant en prod. Ah oui, pour tester de l'infrastructure. Ok. Ouais, à la rigueur. Tutorials, bah c'était en haut. Get started, c'est bien ça, get started, qu'est-ce que vous en dites? 9 tutorials, eh bah allez. Hop, qu'est-ce que c'est que Vagrant? Bon. Installer Vagrant. Hop, voilà, ça c'est bien. Je vais vous le mettre aussi dans le chat, hop là. Et on va zoomer un peu quand même. Alors... Salut Yerzian, Vagrant en prod avec VirtualBox, attention à la licence des add. Ah oui alors. L'une des raisons aussi pour lesquelles j'ai reculé pas mal avant de vouloir me mettre à Vagrant et pourquoi je vais quand même essayer et que je me suis fait une VM Ubuntu pour ça, c'est que effectivement par défaut Vagrant va utiliser Oracle VirtualBox. Comment dire? Eh ben en fait, Oracle VirtualBox, il y a le nom Oracle dedans, alors même si VirtualBox à la base n'a pas été créé par Oracle, ça a été racheté, je vais pas vous faire toute l'histoire, mais en gros, il y a le programme VirtualBox qui est sous licence GPL, qui fonctionne tel quel, mais dans de nombreux cas de figure, il y a ce qu'on appelle une extension VirtualBox qui est fournie par, bien entendu, Oracle, mais qui n'est pas libre. Le code source n'est pas disponible. Et cette extension, elle est ultra pratique. Elle est ultra pratique à tel point que pour des personnes individuelles, c'est-à-dire pas des organisations, et encore moins des entreprises, généralement, il vaut mieux, c'est recommandé, d'installer cette extension VirtualBox. Elle apporte pas mal de choses, notamment, je crois, en termes de rapidité, pour notamment, je crois, entre autres, l'USB, pour, je crois, les chipsets réseau virtuel, ce genre de choses-là. Et en fait, cette extension, elle est gratuite pour les gens à titre perso. Par contre, si vous êtes une entreprise, vous n'avez pas le droit d'utiliser gratuitement cette extension. Il faut aller voir Oracle
et il faut payer une licence. Et vu qu'on parle d'Oracle, comme vous pouvez vous en douter, eh ben, cette licence, elle coûte cher. Je ne sais pas combien, parce que je n'ai jamais... Enfin, j'ai eu un prix, j'ai eu entendu parler d'un prix, mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas, donc je vais éviter de le divulguer. Mais d'une part, je trouve ça un peu chéro, parce que c'était en plus un prix par, comment dire, par utilisateur. Mais voilà, en plus, il faut voir avec eux, et c'est pour du volume, bien entendu. Je vais en profiter pendant que j'y pense, parce que ça me fait vachement plaisir que tu sois là, Yorzian. Un petit shootout. Alors, je pense que tout le monde est déjà abonné à Yorzian, mais quand même. Hop. Voilà. J'espère en tout cas que tu vas bien. Donc, c'est aussi pour ça, c'est pour éviter d'avoir à m'installer VirtualBox sur ma machine directement comme ça. Parce que moi d'habitude, je fais bien joujou avec KVM LibVirt. Et c'est ce qui fait que, voilà, je voudrais découvrir, débroussailler le truc, voir dans quel cas de figure je peux l'utiliser avec QEMU KVM, quelle différence ça ferait après. Mais pour l'instant, déjà, l'idée c'est de découvrir. Eh bien, bonne préparation de repas, Yorzian, et puis ben, bon appétit aussi. Donc, alors, pour installer Vagrant, il va falloir trouver les packages appropriés. Ok. Donc, si je veux l'installer et que j'ai une Ubuntu. Alors, macOS, ok. Cool. Windows, ok. Linux. Donc, effectivement, on a tout ce qu'il faut. Il nous dit de faire un wget pour aller récupérer le repo. Et notamment la clé, le repo. On ajoute tout ça. Bon, bah écoutez, hein, on va pas s'embêter la vie. Hein, copier. Hop là. Ah oui, forcément. Tac. Hop. Normalement, je crois que je peux coller. Hein. Ouais. Donc en gros, là, les commandes. On a eu un petit wget qui va chercher la clé GPG du dépôt. Et ensuite, derrière, on l'ajoute. Enfin, on utilise la commande GPG pour en fait le déarmor quelque part, c'est pour quelque part, on va dire, traduire la clé binaire et la mettre dans un répertoire où on gère les clés. Et ensuite, on rajoute une petite ligne dans un fichier spécifique qui permet d'ajouter le dépôt HashiCorp au dépôt de notre distrib, et qui en plus, on a le petit signed by, donc ça va permettre d'utiliser la clé GPG pour pouvoir quelque part vérifier la validité de nos packages. Et ensuite, un petit sudo apt update pour du coup mettre à jour la liste de nos dépôts et voir les paquets qui sont disponibles. Et ensuite, on installe directement Vagrant depuis le dépôt officiel HashiCorp. Un password. Hop, voilà. Alors, est-ce que je vais provisionner mon libvirt avec Vagrant? Pas tout de suite, pas tout de suite. Là, je pense qu'il va falloir que j'installe un VirtualBox dans mon Ubuntu pour pouvoir faire les tutos tels que Vagrant les fait. Mais potentiellement, si j'ai le temps, le courage et la forme, à un moment, je vais vouloir essayer avec libvirt. J'ai déjà essayé sous Fedora, un petit peu, et je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'il ne faut pas utiliser justement le repo officiel de HashiCorp. Parce que en fait, même si on n'a pas la dernière version de Vagrant dans les repos Fedora, en fait, les repos Fedora ont non seulement Vagrant, mais la version en quelque sorte on va dire du connecteur libvirt qui va avec. Et je me suis pris la tête pendant un moment avec ça. Et en plus, j'ai remarqué un truc, c'est qu'il y a beaucoup moins d'images Vagrant libvirt que d'images Vagrant VirtualBox. Mais donc, maintenant que le Vagrant est installé, j'imagine qu'il va me dire VMware Utility, ça c'est bon. Pouf, pouf, pouf.
Donc je suppose que si je fais un petit Vagrant -help, il me répond des trucs. Est-ce que j'ai un -, version? Oui, j'ai un -, version. 2.4.0. Ok, donc jusque-là, tout va bien. Si je reviens, vérifier l'installation. Bon, bah ça c'est fait. Et ensuite... Ah, c'est bizarre parce qu'à aucun moment, il nous dit... Ah, prérequisite. L'install tutorial. Ça, normalement, on l'a fait. Voilà. Ok. Ah, et maintenant, c'est maintenant qu'ils vont nous dire... Donc, on installe Vagrant ou alors on installe un outil de virtualisation comme VirtualBox, VMware Fusion ou Hyper-V. Bon, et ben, on va aller chercher... alors la question que je me pose, c'est... si je fais un petit sudo apt search VirtualBox, il me propose quoi? Les guest additions, mais ça à la limite on sent les virt, oui forcément. Alors, plutôt on va redescendre. Vagrant LXC, mais c'est pas ce qu'on veut. Vagrant muted, Vagrant VirtualBox. .6.1. Ah, ça fait un peu vieux ça. Allez, on va aller sur le site de VirtualBox et on va récupérer la dernière. Salut Samsword, j'espère que tu vas bien. Et d'ailleurs, j'espère comme que toi et Fabstock, vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end aussi. Je ne lui avais pas dit de me lancer un petit Firefox là. Ah si. Hop, skip. Allez. Mais on s'en fiche. J'aurais dû le faire tout à l'heure. Allez, start browsing. Voilà. Ok, allez. Virtualbox.org. Et on va télécharger la version 7. Alors. Linux distribution. Si je suis sous Ubuntu 22.04. Hop. Ouais, il me fait télécharger un .deb direct. Sérieux, t'as pas un... Ah voilà, Debian based. Donc on peut comme pour Vagrant, voilà, on peut rajouter nous-mêmes le... alors, ajouter la ligne suivante dans d'autres etc apt source.list pour Debian 11 et older. Nanana, pour Ubuntu, replace. Alors, nous, déjà, c'est quoi? 4 etc os release. Et c'est une Jammy. Ok. Donc, en gros, je dois pouvoir faire... Copier. On va le faire dans un fichier vim etc apt hop, sources.list.d. Et au lieu de faire ça, on va faire hop, virtualbox. Virtualbox.list. Tac. Vim command not found. Bon, bah nano, hein. Ok. Non, c'est pas ça que je veux. Ah oui, c'est vrai que c'est... Hop. Ah bah si. Si, il y avait... Bon, tant pis, allez. Exit. Il y a un petit peu de lag. Imagine, tu lances Windows dans une machine virtuelle Linux dans laquelle tu installes VirtualBox ou tu installes une machine virtuelle. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, Uppsala. C'est exactement ça. Hop là. Alors, et donc, mydist, on met Jammy. Hop là. Et la raison pour laquelle je fais ça depuis un système Linux à la base, c'est parce que donc, le fait de faire... tu fais un Linux, puis dedans tu mets un Windows, puis dedans tu mets un Linux, c'est ce qu'on appelle de la virtualisation imbriquée. En anglais, de la nested virtualization. Et... et il y a des cas de figure où ça marche bien, et il y a des cas de figure où ça marche moins bien. Save modified buffer, yes. Hop. Et par exemple, j'ai cru comprendre que VirtualBox, par exemple, pour faire de la virtualisation imbriquée, ben, ça dépend du processeur que tu as. C'est sûr que si tu fais ça avec... comment dire, si tu fais ça avec, je sais pas moi,
J'allais dire un Pentium MMX, va falloir t'accrocher. Encore que bon, les Pentium MMX ne disposent pas des jeux d'instruction de virtualisation, donc ça règle la question tout de suite. Mais oui, c'est sûr que il va te falloir un CPU un peu péchu. Alors sans forcément dévoiler ce que je sais de ta machine, Uppsala, ton ordinateur est parfaitement capable de le faire, je te rassure. Donc, j'ai fait ça et il me faut maintenant la clé GPG. Il me faut la clé GPG, ce que je n'ai pas forcément récupéré tout de suite. Alors, il nous dit quoi? La clé publique peut être téléchargée ici. Ok. Copier. Hop. wget. Coller. Ah non, il manque un espace. Hop. Et ensuite... Ah mais d'accord, il disait... Or combine node loading and registering. Ah bah voilà, s'il file. Hop. Bon, bah, tant pis, on va RM Oracle VBox. Tac. Tac. Voilà, comme ça c'est fait. The key fingerprint is... Alors, est-ce qu'on B9 F8. Ça c'est sympa qu'ils le mettent. Est-ce qu'on l'a vu? Si jamais je fais un petit 4. Eh, merci pour le raid Fixoulab. Ça c'est chouette, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi et aux 11 spectateurs qui nous rejoignent. Bah, j'espère que vous allez bien, j'avais même pas vu que tu étais en live Fixou. Honte à moi. Et merci en plus pour ton renouvellement d'abonnement. Merci beaucoup. Merci, ça fait super plaisir. Et Electro, bienvenue à toi, bienvenue, j'espère que ce contenu t'intéressera. On est en train de découvrir Vagrant. On va faire un petit shootout à l'ami Fixou. Et salut à toi PDP Maker. Et bah du coup on pourra te faire un shootout après dans quelques instants. Est-ce que je suis à... Ah, bonne question. Bonne question. Normalement, oui. Normalement, oui. Je dis bien normalement parce que bah, je traîne un vieux rhume depuis quelques jours. J'espère que ça ira mieux mercredi et jeudi. Et que je vous refilerai pas mon rhume à toutes et à tous. Donc pour celles et ceux qui se posent la question de qu'est-ce que c'est que ce truc mercredi et jeudi, on va faire un petit interlude. Hop. Open Source Experience Paris. Paf. Voilà. Donc je serai présent normalement si ma santé l'accepte, mais normalement il n'y a pas de raison. Je serai présent les 6 et 7 décembre prochains au Palais des Congrès à Paris pour le salon Open Source Experience. Vous pourrez m'y trouver au stand B10. Alors pourquoi au stand B10? Eh bien, je vais vous le montrer. Enfin, je pense que c'est le stand B10, hein. Mais, hop. Tac, tac, tac. Oui, B10, bah, comme l'année dernière, au même endroit, voilà. Où je serai avec mes camarades de linuxaffaires.org à distribuer du stickers, à faire gagner des bouquins, des abonnements à des magazines, ce genre de choses-là. Donc n'hésitez pas à, si jamais vous avez le temps, à passer nous voir. A priori, Fixou sera aussi dans les parages et j'ai hâte de te voir. Je sais pas si dans le chat il y en aura d'autres qui viendront, mais voilà, je vous invite à passer. L'entrée est gratuite. Et pour l'anecdote, l'année dernière, j'ai streamé depuis le salon. Ce que j'avais fait, en fait, c'est que justement, on avait une petite animation sur le salon. J'avais monté un manchot en Lego. Donc j'en avais profité pour le diffuser en direct. Si jamais on a ce genre de choses-là à faire à nouveau, croyez bien que je ne me gênerai pas pour streamer à nouveau. Je garantis pas qu'il y aura un stream.
Ce que j'aurais aimé faire aussi l'année dernière en live, et je sais pas si j'aurai le courage et le temps de le faire, mais pourquoi pas essayer en live de vous faire un petit tour du salon, de genre j'essaye de parcourir à peu près tous les couloirs, de saluer quelques stands et pourquoi pas de les interviewer en direct. Ça pourrait être marrant. Je lance l'idée comme ça. Je dis pas que avec sûr à 100% que je vais le faire, mais comme ça pour les gens comme Electro DS93 qui peuvent pas passer, ça vous permettra d'avoir un aperçu. Salut à toi El Longo de la Vegas, j'espère que ça va bien. Alors les horaires du salon, excellente question. Visiter ou parce qu'à mon avis, je crois que ça doit être du 9h-18h ou du 10h-18h. Hein, paf. Consulter le programme. Assister à l'allocution de Monsieur le Ministre lors de la plénière d'ouverture le mercredi 6 décembre à 9h15. Donc déjà, a priori... Oh tiens, j'en ai le barreau, ok. Donc a priori, ce sera ouvert 18h le soir. Ouais, bah forcément, les gens qui travaillent dans la journée, ils... Ah oui, en plus, Fixou, il aura un talk, il va falloir y aller. Mais voilà, grosso modo, c'est 9-10h jusqu'à 17-18. Hein, Voilà. Exactement. Donc, n'hésitez pas, si vous pouvez. L'entrée, comme vous pouvez le voir, est gratuite. Il y a 2 salons à ce moment-là. Il y a l'Open Source Experience et un autre salon qui est juste à côté qui s'appelle le SIDO. Si jamais je me rappelle. Je sais pas si cette année c'est toujours le cas. Je crois que l'année dernière c'était... si je tape salon SIDO... Hop. SIDO Paris, voilà, Shao l'IoT, ok. Et effectivement, ce sera la même date. Donc voilà, en gros, le badge permet d'accéder aux deux événements. En fait, les 2 événements sont littéralement l'un à côté de l'autre. Bon, si l'IoT... qu'est-ce qu'ils disent? Internet des objets, intelligence artificielle, digital infra, cybersécurité. Ok. Donc effectivement, ce sont des sujets connexes. Hein. Voilà. Donc en gros, Fixou, ça va être le plaisir. De l'électronique, de l'open source. Bref, donc je serai au stand B10 pour Linux FR. Je tiendrai normalement le stand les 2 jours. Et j'espère, si j'en ai la possibilité, streamer depuis là-bas. Revenons à nos moutons. Ou plutôt à notre Vagrant et notre VirtualBox. Donc, maintenant que j'ai le truc, si je fais un petit sudo apt update... Ok, 2 packages can be... Tiens, je suis curieux. Comment c'est que j'ai des... Qu'est-ce qui m'a pas mis à jour? Ok, soit. On va revenir ici, et pour installer VirtualBox 6.1... Je pensais que VirtualBox 7 était sorti. D'accord, leur doc est pas à jour en fait. Donc, on va essayer, on va faire un petit... search VirtualBox. Voilà, VirtualBox-7.0. Allez. Eh bien, il y en a des dépenses. Remarque, si ça se trouve, il va aller me récupérer, les dépendances pour pouvoir compiler un module noyau. Maintenant qu'on a le téléchargement de VirtualBox qui est en cours... Bah oui, The Vengeur, ça faisait un petit moment. Ça me manquait un peu, donc je me suis dit, tiens, j'ai un sujet intéressant, on va essayer de le voir ensemble. Salut à toi, l'NPC Master. Donc, mis à part un petit rhume, je pense que ça s'entend un peu. Ça va plutôt pas mal. J'espère que tu vas bien, toi, The Vengeur. Et dans les téléchargements, on va aller récupérer justement cette fameuse extension
dont la licence est franchement moche, mais on va pas se mentir, c'est quand même ultra pratique. Hop. Voilà, c'est installé. Il a rajouté le groupe VBox User, tout va bien. Alors, est-ce qu'il va falloir que je redémarre ou est-ce que, à mon avis, il doit être en train de compiler le module noyau. S'il ne l'a pas fait avant. Ah oui, et puis l'une des raisons aussi pour lesquelles il y a 20 millions de dépendances, c'est qu'en fait, l'interface graphique de VirtualBox est faite avec Qt et on est sous GNOME là. T'as échappé à un licenciement il y a 3 semaines. Ouf! Donc maintenant, c'est en pleine réorganisation dans la boîte, c'est pesant. Oh, je compatis. Je compatis. Les réorgs, c'est vraiment difficile à vivre. Et malheureusement, c'est les réorgs, les rachats, c'est un peu même combat. Donc, bah, force et courage à toi, The Venger. Et on va faire aussi un petit shootout à PDP Maker tant que j'y pense. Hop là, voilà. Donc notre VirtualBox n'est normalement installé. Donc si je vais en bas à gauche, Oracle VM VirtualBox. Eh, il a démarré. Juste pour vérifier que ça fonctionne. Si je fais... Est-ce que je peux déjà faire un petit... pof, pof, pof. Il est où le... préférence alors le truc est en anglais parce que forcément mon système je l'ai installé en anglais. Il se met où? Elle se met où déjà l'extension? Ça fait longtemps que je m'en suis pas servi de ce truc là. Je me demande si à une époque on pouvait faire du glisser-déposer, je crois. Si je vais dans mes downloads. Bon, je t'en prie PDP Maker, ça me fait plaisir. Hop. Si je fais ça. Ça passe? Ouais, ça passe. Hop, voilà. Comme vous pouvez le voir, je lis très vite. Ça, c'est fait. Et juste pour le principe, si je fais new... Youhou, j'ai fait new. C'est qu'elle bouffe toutes ses ressources, la VM, ou quoi, là? Memory usage, oui. Mais CPU, non, ça a l'air d'aller. Hop. Donc pourquoi tu te traînes? Ah, voilà. Name, YOLO. ISO image, ouais, donc forcément, faut que je récupère une image ISO. Bon, no, the guest OS we need to install manually. Ouais, ok. Si je fais next comme ça, juste pour la blague. Next, next, back. Ouais, non, next. Allez, next, finish. Si au moins il me démarre la VM en me disant, au fait, il te manque une ISO, moi ça me va. Hein. Hop. Ok, il y a le logo VirtualBox qui s'affiche et là il me dit au fait il te faut une ISO. Donc ça veut dire que il est correctement démarré. Power off. Donc comme ça au moins on a validé que globalement idéalement je prendrais le temps de hop, delete of all files, voilà. Et hop, on peut le couper. Puisque à partir de maintenant on va tout faire avec du Vagrant. Hop. Tac, tac. Paf, 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 paf. Voilà. Donc, Vagrant s'est installé. Initialiser un projet. Donc, a priori, on va pouvoir se faire un petit Vagrant. Vagrant. Getting started. Ouais, ok. Allez, vendu. Hop. Et ensuite, on va dedans. Ok. Jusque-là, j'ai envie de dire, jusque-là, tout va bien. Ça va, on arrive à suivre. Initialiser le projet. Donc là, il va nous faire un petit
Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais me mettre en full screen. Hop. Et... hop, voilà. Comme ça. Et on va peut-être faire un petit peu plus petit. Voilà. Donc, maintenant qu'on est là-dedans, je pense que je vais me mettre la page dans la VM, parce que sinon, je vais passer mon temps à switcher entre l'hôte et la VM. Donc ça, on l'a vu. Hop. Donc, on a initialisé le truc. Donc, normalement, maintenant, on a un fichier, voilà, on a un fichier de conf Vagrant. Il nous l'a dit ou pas? Ou je l'ai pas fait? Si, le Vagrant init, je l'ai fait. Hop. Et donc j'ai bien un Vagrant file. Et comme je suis une créature d'habitude, je vais installer Vim tout de suite. Hop. Ok. Donc, on peut voir qu'on a un fichier de conf qui a l'air assez commenté. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et à partir de maintenant, on va pouvoir installer une box. Donc, on peut faire Vagrant box add. Ah bah oui, on va les télécharger. Donc ce que Vagrant appelle des box, en gros, c'est des images de machines virtuelles. Hop, moi je vais en profiter pour redimensionner pendant ce temps. Voilà, tac, voilà, on est bien comme ça. Alors, eh ben on va la prendre pour VirtualBox, forcément. Alors donc, il nous fait télécharger quand même une image qui est assez vieille, hein. Ubuntu Bionic, c'est une Ubuntu 16, hein, je crois. Donc c'est un truc qui a quand même quelques années, mais pour l'exemple, ça devrait suffire. Et là, vous pouvez remarquer que même si effectivement le but de Vagrant c'est de faciliter les choses, on est quand même en train de télécharger une image de machine virtuelle et que ça pèse. Et que pourtant je télécharge relativement vite, mais il m'annonce quand même encore 1 minute 35. Alors certes, c'est pas long, mais si vous êtes en ADSL perdu dans la pampa, ben ça va moins vite. Et globalement, c'est un truc que je trouve... Ah, c'est Ubuntu 18. Bon, ça reste quand même un peu vieux, hein. Mais voilà, globalement, je pense qu'à un moment, on se... à un moment, alors probablement pas aujourd'hui, mais à un moment, je pense que je vais vouloir essayer de faire des box moi-même. Allez, on y croit, encore 22 secondes. Et pendant ce temps, donc ça on a fait le Vagrant Box Add, ok. Et Use a Box, donc après il va falloir qu'on aille modifier notre fichier de conf. Hop, voilà, il a fini. Donc allons-y. Vagrant.configure do config, ok, config. Bah en fait c'est déjà fait. C'est déjà fait. Il nous dit quoi? Il nous dit qu'il faut s'assurer qu'on a... Ah ouais, mais d'abord il nous... Bah oui, bah, il y est déjà. Vagrant configure 2, config.vm.box hicorp bionic 64. Ouais, c'est ça. Et... Merci beaucoup Alain. Merci beaucoup pour le sub. Ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Merci énormément. J'en profite d'ailleurs parce que dis donc ça fait 3... Ouais, ça fait 3-4 subs ce soir. 3 subs. C'est grâce à vous que j'ai pu avoir le deuxième... comment dire? Le deuxième Ventirad.
pour la machine HomeLab. Donc merci. Alors, config.vm.box. Ok. Et normalement après, end, c'est ça, end. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Il faut que ça corresponde au nom qu'on a utilisé. Tac, tac, tac. Si la box n'a pas été ajoutée avant, Vagrant va automatiquement la télécharger. Ok. Donc en fait, on l'a téléchargée en avance de phase. J'espère que tu vas bien, Alain. J'espère que tu as passé un bon week-end. Que tu n'as pas trop froid. Vous pouvez spécifier une version explicite. D'accord, on va pas le faire, mais on pourrait. Ah, et on peut indiquer carrément dans le fichier la box URL. Ok. Donc en gros, là, quelque part, on s'est embêté à télécharger nous-mêmes la box, mais en fait, on aurait pu dire dans le fichier de conf il faut telle version et la box se trouve à tel endroit. Et au premier moment où on démarre notre box, en fait, il va la télécharger. Un peu comme, pour celles et ceux qui étaient là en début de stream, quand j'ai fait un Podman Run d'un conteneur Debian, alors que je n'avais pas de conteneur Debian d'installer, il me l'a téléchargé. Donc ça a pris un peu de temps, mais vous avez vu qu'ensuite, quand j'ai fait le deuxième run, c'était quasi instantané. Ok. Donc, maintenant, j'imagine qu'il faut démarrer l'environnement. Vagrant up, ça le mérite d'être simple, hein. Hop. Ça le mérite d'être simple, en tout cas au niveau de la commande. Après, est-ce que Vagrant et VirtualBox vont bien jouer ensemble? Tiens, d'ailleurs, je vais faire un truc qui est probablement pas une bonne idée, mais je vais le faire quand même. Hop. Voilà. Donc effectivement, j'ai bien une VM qu'on n'avait pas d'avant, hein. On l'avait pas avant. Et Alain, tu fais l'Advent of Code du jour. Ouh, c'est sympa ça. Voilà, donc il a... .vmdk, d'accord. Donc en gros, ça a été de la conversion. Ok. J'aimerais bien que... Allez, dépêche. Ok. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Il nous fait des trucs. Ok. Il a démarré. Il a démarré. Donc maintenant, on va pouvoir revenir sur notre... Donc maintenant, on peut se SSH dans la machine avec Vagrant SSH. Ok. Voilà. Et là maintenant, je suis non pas dans ma Ubuntu habituelle. Donc vous voyez là, j'étais nils at ubuntu-vagrant. D'ailleurs, je vais ouvrir un nouvel onglet. Ok, d'accord, tu m'as tout réduit. Merci. Que les choses soient très claires. La seule raison pour laquelle j'essaye avec Ubuntu ce soir... C'est quoi cette blague? C'est quoi cette blague? Sérieusement? Sérieusement? Vous pouvez me dire comment avec ce genre de blague sur le... sur la taille des caractères et la taille de la fenêtre, comment il y a des gens qui arrivent à utiliser Ubuntu au quotidien? Non mais sérieux. Que les choses soient très claires. Je ne vais pas... l'idée c'est pas de cracher sur Canonical mais c'est pas très cool ça. Hop. Non mais à la limite, si ça marche pour toi, The Vengeur, si ça marche pour toi, tant mieux, mais... Enfin, là, moi, j'ai ouvert un nouvel onglet,
Je m'attendais pas à ce que la fenêtre soit redimensionnée. Enfin, voilà, quoi. Et si je clique dessus, bam. Et du coup, il y a des gens, il y a le texte du chat qui est en plein milieu du terminal. Voilà. Hop. Tac. Et du coup, si je fais ça, là, ça revient. Et si je fais ça, bon. Dans ce cas-là, je vais tricher. Je vais fermer ça. Voilà. Je vais me déconnecter de ce truc et puis je vais lancer Tmux. Commande Tmux. Oh, bon bah, hop. Sudo apt-y install Tmux. Ouais, c'est aussi pour ça d'ailleurs que je veux tester Vagrant. C'est aussi que j'ai toujours la problématique de déployer des machines virtuelles pour des lives. Et que j'aimerais pouvoir faire ça à grands coups de Vagrant. Ouais, Tilix. Ouais, c'est vrai que c'est mon émulateur terminal préféré en plus. Mais écoute, on va voir déjà si avec un petit... voilà. Alors là, je suis sur mon Ubuntu. Je fais un petit uname-a. Voilà, j'ai un noyau 6.2. 4 etc. On a dit OS release. Hein. Donc voilà, Ubuntu version 22.04. Je reviens dans mon premier truc. Je refais un Vagrant SSH. Est-ce que j'ai testé le fork de LXD Incus suite au scandale Canonical? Absolument pas, la NPC Master. Je suis absolument pas au courant. Ce que j'ai voulu tester par contre récemment dans un sujet qui est pas loin, c'est-à-dire les conteneurs LXC, c'est que j'ai voulu essayer d'utiliser des conteneurs LXC avec libvirt sur de la Fedora. Et bah ça marche. C'est un peu, comment dire, c'est un peu roots parfois, parce que c'est pas aussi aisé que d'installer une VM en fait. Il y a quelques trucs, c'est pas intégré, mais globalement ça se fait. J'espère, enfin par contre, je voudrais tester un peu plus. Je voudrais tester un peu plus, mais pour l'instant, je laisse ce sujet-là de côté. En fait, ce que j'aimerais, c'est voir s'il n'y a pas moyen de faire un petit peu plus joujou et de m'assurer d'une bonne, comment dire, d'une bonne segmentation entre les conteneurs et en particulier entre les conteneurs et l'autre. Surtout que j'ai testé avec des conteneurs Fedora dans une machine Fedora. Et en fait, les conteneurs n'ont pas SE Linux activé. Et il n'a pas l'air d'être possible d'activer SE Linux. La configuration dans le conteneur dit que SE Linux doit être activé en mode enforcing. Pourtant, si tu fais un SE status, il te dit disabled. Alors que la VM, elle est bien en statut SE Linux enforcing. Enfin la VM, ou en tout cas l'autre. Silence des agneaux, salut à toi. Je n'utilise pas VMware. Non, je n'utilise pas VMware. Donc maintenant que je me suis logué sur ma Vagrant Box, eh ben, on peut faire un petit cat etc OS release. Il y en a un. On est sur une 18043 LTS et donc on va avoir un vieux noyau, enfin en tout cas un noyau plus vieux, 4.15. Voilà, donc au moins ça permet de voir que voilà, on est sur deux trucs différents et on peut voir en plus que la VM est bien lancée au niveau de comment dire, de VirtualBox. On peut voir qu'on a une VM qui fait 1 GB de RAM et qu'on a un disque virtuel qui est censé aller jusqu'à 64 Go. Donc à la limite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on fait un petit free-m. On voit bien qu'on est à, voilà, ouais, bon, 985, ok. Et si je fais un petit sudo fdisk-l, il me dit VGRoot 63 Go. Ah oui, mais du coup, hop, pipeless, tac. Disque dev SDA 64 Go. Voilà, vraiment que je préfère un sudo lsblk aussi. Tac. Mais, ouais, c'est ça, 64 Go. Ok, très bien. Donc jusque-là, tout va
bien. On va continuer notre tuto. On s'est connecté. Voilà, c'est pareil. On a le... Ok. On peut se loguer et on peut détruire un grand coup de Vagrant Destroy. Le Vagrant, hop, Destroy. Et donc là, si je fais Yes et que tout de suite je vais regarder VirtualBox, normalement, il va me... Voilà, Power Off et hop, il n'y a plus de VM. Ok, c'est cool. Vagrant... Ah, on peut voir Vagrant Box List. Hop, Box... Oh là, hop, Box List. Et là, effectivement, on a bien notre VM. Alors, je vais pas la supprimer. Parce que j'ai pas envie de perdre 5 minutes ensuite à la retélécharger. Et ensuite, on va voir qu'on peut... Voilà, c'est ça. On va la relancer tout de suite. Donc la détruire, enfin la supprimer de la liste, c'est pas super ouf. Donc, ce qu'on peut faire... Ah d'accord, par défaut, donc, Vagrant partage le répertoire projet. Donc le répertoire qui contient le fichier Vagrant File. Dans une VM avec un répertoire qui s'appelle /Vagrant. Donc on va relancer notre VM. Voilà, je fais un petit Vagrant up. Et là normalement, hop, on va avoir une VM qui va réapparaître. J'ai dit on va avoir une VM qui va réapparaître. Ça va sans doute prendre un petit peu de temps. Mais la voici, voilà, power off, et ensuite, elle s'allume. Et alors, par curiosité, network, ok. Donc il a mis un Intel Pro 1000, bon, jusque-là, tout va bien. Elle démarre. Ah, je peux plus voir les settings? Elle démarre, ok. Et quand elle aura démarré... Non, ça c'était... C'est ici. Alors, je vois des trucs à propos d'une clé privée qui a l'air d'être injectée. Enfin, d'une clé publique aussi, surtout. Faudra que je regarde ça. Voilà, elle est running. Et je voudrais voir un truc. C'est la config réseau. Et a priori, il est en mode NAT. Ok. Donc là, il prend un peu de temps, ouais, parce qu'il a des histoires de... Voilà, key inserted. Et donc, si je fais un Vagrant SSH, on se retrouve dans la box. Voilà. Et si je fais un petit IP AS, hop là, AS, non, je dis AS. Hop. 10.02.15, bon, ça c'est le réseau classique de VirtualBox, le réseau NAT classique. Ok. Ensuite, normalement, voilà, on est censé avoir un répertoire partagé. Donc, on a un /Vagrant en théorie. Voilà, et effectivement, j'ai le Vagrant file qui a effectivement qui a la bonne date. Hop. Et qui appartient à l'utilisateur Vagrant. Ok. Donc ça veut dire que si par exemple je veux faire des scripts de déploiement automatisé, je peux les avoir dans mon répertoire et je pourrais très bien mettre ce répertoire dans un dépôt au Git et le partager. Donc dans l'optique par exemple de revoir mon cours serveur Linux ou de partager des environnements de lab pour faire, je sais pas moi, du Kubernetes, de l'Elasticsearch, du serveur web, de tout et de rien, je vais pouvoir. Et ça, c'est cool. Alors, si votre terminal affiche une erreur à propos des guest additions qui sont pas compatibles, il faut... Ah oui, d'accord, ça dépend des... D'accord, ok. Donc, et alors, on peut aussi aller dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on peut, depuis la VM... touch /vagrant YOLO.txt. Allez. Tac. Et donc, si maintenant je vais là où je suis sur mon Vagrant Getting Started, mais là on est
dans mon Ubuntu. Alors je sais que j'ai une VM dans une VM, mais là je suis sur la partie bureautique. Donc là normalement, j'ai mon YOLO.txt. Ok, c'est cool. Et si je fais un echo YOLO dans slash vagrant YOLO.txt et que je refais un ls, là maintenant il y a des octets dedans et je fais un cat YOLO.txt et effectivement il y a écrit YOLO dedans. Ok, ça c'est cool. Ça c'est très cool. Ce qui veut dire par exemple que si vous faites des tests et que par exemple vous voulez conserver des fichiers de log après un test, on peut très bien faire en sorte que les fichiers de log aillent dans le fichier synchronisé, enfin dans le répertoire synchronisé, et une fois que la machine virtuelle a été détruite, supprimée, et ben les fichiers de log peuvent rester. Et ça c'est cool. Share an environment. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Vagrant share, c'est quoi ce truc? Maintenant que vous avez un web server, attends, je suis peut-être allé trop loin. Synchronize local and guest file, ouais, c'est ça. Test the sync. Next step, ouais, ok. More with provisioning. Getting started provisioning. Alors pourquoi il me fait provisioning ici et share an environment? Alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Je pense qu'il vaut mieux que je fasse le provisioning d'abord. Hein. On va faire ça, on va faire le provisioning d'abord. Donc, sur la machine locale, ça tombe bien, on est là. Ubuntu-vagrant, voilà. Donc, forcément, HTML. On se met forcément... Ah, oui, forcément. Allez, 4 dans... HTML, hop, index.html, HTML, tac, non, pas bon ça, hop, HTML, et on recopie ça, voilà, et ensuite le script de provisioning, bah, on va copier et on va l'appeler bootstrap.sh. Voilà. Donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'ils nous font créer une page HTML, ils nous font créer un script qui en gros va aller installer Apache et qui va ensuite faire en sorte que le répertoire d'Apache qui contient les pages web soit le répertoire synchronisé de Vagrant. Ce qui est plutôt pas mal. Maintenant, on va éditer le Vagrant file. Ah oui, alors du coup, je suppose qu'il va falloir ici faire ça. Et on se fait un petit Vagrant destroy. Pendant que le truc se détruit. Hop, vi Vagrant file. Vim. Vagrant file. Voilà, ce sera bg égale dark. Hop. Ce sera mieux. Il nous dit de rajouter un config. Ah oui, d'accord. Donc ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir exécuter notre script directement lors du déploiement de la VM. Ça, c'est cool. Et a priori, il faut le mettre... Tiens, je suis curieux de regarder. Est-ce qu'ils ont déjà prévu le coup? Comment ça s'appelle déjà? Provision? Tac. Et effectivement... Ah, on peut même mettre directement du shell inline. Ok, c'est plutôt cool. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt aller... Hop. Ici. Voilà. Et... Bah oui, je veux la détruire. Et vous remarquez quand même, c'est quand même par rapport au début du stream où j'ai quand même démarré un conteneur et finalement tout de suite c'était accessible, ben là c'est un peu le même principe, c'est que vraiment on a entre guillemets, je dis bien entre guillemets, la facilité du conteneur mais avec les fonctionnalités d'une VM. Donc là si je refais un up, normalement on va avoir une VM.
Tiens, d'ailleurs, j'aurais dû faire ça avant de détruire la VM. J'aurais dû vous montrer que Apache n'était pas installé. Mais par contre, on voit quand même quelque part le manque de rapidité par rapport à un conteneur. Parce que là, honnêtement, j'installe Docker ou Podman sur l'Ubuntu, ça va aller vachement plus vite. Hein. Alors, je me doute que je fais une VM dans une VM, mais quand même. Mais il n'empêche que ça reste quand même très très facile d'utilisation. Mais ça, cette histoire de... c'est un peu dommage que ce soit pas... J'ai quand même l'impression que, à mon avis, les tutoriaux de base chez Vagrant, ils ont pas dû les rejouer depuis quelques temps. Ou alors ils estiment que ça... Avec peut-être des machines d'aujourd'hui, ça va tellement vite que... N'empêche que la question que je me pose, c'est avec un système Windows, en hôte, pour taper les commandes, ils font quoi? Ils ouvrent un PowerShell? DPKG préconfigure. Oula, ah oui, bon, c'est pas grave. C'est que j'ai pas le mode mouse activé sur le Tmux, mais c'est pas grave. Mais là, on voit en tout cas qu'il est en train de nous installer. Il est en train de nous installer Apache. Donc le script a bien été appelé. Mais carrément, franchement, si je me... il y a un vagrant.exe qui utilise Hyper-V de base. Ah. Hyper-V, ouais. Est-ce que c'est un truc que je devrais creuser? Je me pose la question. Parce que quelque part, dire aux gens qui sont sous Linux utiliser libvirt et dire aux gens qui sont sous Windows utiliser Hyper-V, plutôt que d'utiliser VirtualBox. Alors d'un côté, ça fait plus de boulot parce qu'il y a deux technos de virtualisation. De l'autre, ça éviterait d'utiliser VirtualBox. Donc, bah maintenant on peut faire un vagrant SSH. Ok. Et ensuite, dpkg -list. Et on va faire Apache 2. Et effectivement, Apache 2 est installé. Si je fais un petit sudo... il y avait systemd déjà à cette époque-là. Systemctl. Oui, il y avait déjà. Status. Hop là, status. Apache 2. Ok, donc il est déjà running. Et si je fais un petit curl en http 127.0.0.1, et on a notre get started with Vagrant. Donc ça c'est très cool. Ça c'est très cool. Parce que ça veut dire que je vais pouvoir faire des tests facilement, mettre en place un serveur web. Ça c'est très cool. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je repars sur le share environment si jamais Firefox veut bien se laisser faire? Voilà. Mais ça, a priori, c'est quoi? Vagrant Share, c'est un plugin qui permet de partager l'environnement Vagrant. Ça donne une URL qui permet de router directement. Ah, ok, je vois. Donc en gros,
En gros, ça a fait une sorte de tunnel vers un service chez eux. Et il y a moyen que ce soit marrant, ça. On va essayer, on va voir si ça fonctionne. Vagrant, plugin install Vagrant Share. Plugin. Tiens, j'ai pas d'autocomplétion. Install. Alors, est-ce que le plugin va s'installer? Il est installé. Est-ce qu'il va fonctionner? C'est une autre histoire. Donc maintenant, je peux lancer Vagrant Share. Ah, il va me dire ngrok n'est pas installé, c'est ça? Ouais, c'est ça. apt-y install ngrok. Ok. Ah, bah oui, forcément, avec 2K, ça le fait pas. Ouais, ok, d'accord, Snap, si ça te chante. Franchement, un Snap pour ça, je trouve ça un peu... Alors... Dis donc, ça a l'air... Ok, donc si je fais witch ngrok... Non, avec un seul K toujours. Hop, slash snap. Ok, d'accord. Hop, et je refais mon Vagrant Share. Ah, ça marche pas. Pourquoi? Alors, Vagrant n'a pas réussi à détecter un port HTTP pour votre machine, parce que votre machine n'a pas l'air d'avoir d'IP statique. Je me demande aussi si c'est parce que... Alors, on est d'accord qu'il faut le lancer depuis... Alors je me pose la question, est-ce que ça serait pas du fait que je suis dans un double NAT? Parce que forcément, mon PC de stream, forcément, il est derrière une box fibre, donc c'est naté. Ma VM Ubuntu dans laquelle je vous fais la démo, elle est derrière un NAT de l'hyperviseur de mon PC. Et on a encore un NAT pour la VM VirtualBox dans Vagrant. Je vais peut-être rajouter ça, là, le forwarded port. Et ensuite, on va spécifier manuellement. Donc, on se déco, on destroy. Et ensuite, j'avais cru voir quelque part une commande. Non, c'était dans le fichier de conf que j'avais vu ça, je crois. Oui, je suis sûr. Détruit. Hop. Allons-y. Vim Vagrant file. Et je crois que j'avais cru voir un truc. C'est ça. Créer un port forward. Voilà. Et je pense qu'à mon avis, le configure the network, ça doit être ça comme tuto. On va regarder. Parce que ça, le Vagrant Share, je trouve ça intéressant. C'est un peu dommage parce que ça, quelque part, on est tributaire de chez HashiCorp. Et effectivement, il nous parle bien du port forwarding. Hop, allez, on la recommence. Vagrant, hop.
D'ailleurs, l'AN PC Master, si t'es encore dans le coin, c'était quoi le scandale avec Canonical? J'ai l'impression que les scandales en ce moment, c'est difficile de suivre. Hein, entre d'un côté, justement, les scandales côté HashiCorp aussi. La patte. Alors. C'est vraiment dommage que ce soit si lent par contre. C'est vrai que... Ah, port forward, le pat, ok. Ça, normalement, port forward, on vient de le faire. C'est Pat et Nat le couple. Oui, effectivement. Ah oui, du coup, il refait l'installation, oui, forcément. C'est Canonical qui bloatware le projet LXD. Un core dev de LXD a décidé de partir et de forker LXD. Son projet Incus. Ok. Ok. Ben... C'est dommage. C'est dommage. C'est... J'ai l'impression que tout le monde va être perdant dans cette affaire. Parce que d'un côté, ça fait que Canonical a perdu un core dev de LXD. Donc ça veut dire qu'il y a un mec qui connaissait quand même... Enfin, qui connaît bien le... Comment dire, qui connaît bien le code, qui ne contribuera plus. Et ça va scinder la base d'utilisateurs, donc il y aura moins d'utilisateurs de LXD, parce que certains vont sans doute utiliser Incus. Mais de l'autre côté, tu as des gens qui vont continuer à utiliser LXD parce que ce sera supporté par Canonical. Donc tu vas avoir... quelque part, tu vas avoir... ouais, c'est ce que je disais, la base d'utilisateur va être scindée en deux, quoi. C'est un peu dommage. Hop, Vagrant SSH. Pareil, ça prend 3 plombes. Ok. pgrep Apache 2. Ça, c'est bon. Incus est en version 0.3 déjà. Ensuite, si je fais ici un http 127.0.0.1 et on a mis le port 8000, hein. Hop. Ou le port 8080 peut-être. Ouais, on avait mis le port 8080. Get started with Vagrant. Ok, donc maintenant, je peux revenir sur mon truc de partage qui me disait de faire --http et de mettre 8080. Est-ce qu'on va passer le... Ok. Bon, on va voir. Hein. On va voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, je vais m'arrêter là, hein, parce que moi je voudrais voir d'autres choses. Ça, c'est pas le truc le plus important, même si c'est un truc qui m'a l'air sympa. Mais je le testerai peut-être dans un autre contexte, on va dire. Bon, pendant ce temps. Hop. Donc ça, c'est marrant. Bon, le réseau. Les providers, ça doit être... Effectivement, parce qu'on peut utiliser VMware, on peut utiliser autre chose. Et...
tutorial library. Et puis il y avait, ah oui, share. Ensuite il y a quoi? Il y a rebuild. Oui, effectivement, on peut... Alors par contre... Et teardown. Ah, on peut faire un vagrant suspend. Ça, c'est cool. Donc comme ça, on fait pas une destruction. On fait un suspend. Et on refait un up. Ah, on peut faire un halt aussi. Donc il peut couper les VM. Et... ça, c'est très cool. Network and provisioning. Ça m'intéresse. Parce que idéalement... Ah mais non, ça on l'a... Oui, ça on l'a vu quelque part. Parce que ça c'est juste le... c'est juste la redirection de port finalement. Mais ce que j'aimerais voir... Voilà, networking. Est-ce qu'on peut faire... Alors... Vagrant part du principe qu'il y a un NAT. Ok. Ok. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a moyen d'avoir une configuration réseau qui puisse être, entre guillemets, différente de la configuration réseau de base de l'hyperviseur. Parce que par défaut, sous VirtualBox, le réseau NAT est en 10.0 quelque chose, et par défaut, sous libvirtkvm, on est en 192.168.122.0. Donc ce que j'aimerais bien... Alors déjà, on peut mettre des hostnames, ça c'est cool. Donc ce que j'aimerais bien voir, c'est... ah, ouais, on peut faire un... Ok. On peut rajouter VM Network. Ok. Ah, on peut faire un private et un public network. Oh. Bah alors. Hop. J'ai l'impression qu'il y a des frises de la VM, c'est désagréable. Bon, le share session, par contre, pour le moment... ça n'a pas l'air de marcher des masses, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je réessayerai autrement. Donc, ça, on avait vu qu'on pouvait faire du port forward, ce qui est plutôt sympa. Ah ouais, d'accord. Donc il y a de il y a moyen de... C'est futé ça de vouloir dire, au fait, on fait de la correction en cas de... Et ensuite ces histoires de private networks. Ah, mais c'est qui va être l'heure. Hein. Je suis à 1h52 live, ok. DHCP, ok, private network, DHCP. Ah oui, tiens, ils disent quoi là-dedans? Mais ce qui est bien, c'est que s'il y a moyen, ouais, il y a moyen de faire donc de l'IP statique. Donc ça veut dire que je peux créer plusieurs VM et leur mettre des IP différentes. Ok, c'est cool ça. Et on peut faire d'IPv6. Ok. Et on peut désactiver l'autoconfiguration. D'accord. Alors la question que je me pose, c'est est-ce qu'il va juste dire à la VM, tiens, voilà une IP? Ou est-ce qu'il va carrément... Ah oui, d'accord, il faudrait plutôt faire en public.
Ok, donc ça, par contre, ça va être intéressant. Ça va être intéressant parce que moi, je vais vouloir que mes fichiers de configuration, ils aient un réseau qui soit... le même, quelle que soit la techno derrière. Je pense que ça risque d'être un gros morceau. Et malheureusement, je vais être à court de temps pour essayer ça tout de suite. Donc ça, c'est un truc que je vais vouloir tester une autre fois. Ça va me donner une raison de refaire un autre live bientôt, en fait. Bon, est-ce que le share, il a fonctionné ou pas? Ah là là. Il a pas l'air d'avoir fonctionné. Bon, bah écoutez, on va pas se prendre la tête 25 ans, je vais le couper. Je pense qu'à mon avis, le fait que je sois entre guillemets en double nat doit l'embêter. Je referai un autre test, sur une autre configuration. Bien. Et ben, je sais pas vous, mais moi, j'ai quand même passé un bon moment. Ça m'a bien fait plaisir, ce petit retour. Et ça me donne envie de refaire un stream pour continuer à débroussailler un peu ce sujet-là. Ça a l'air quand même plutôt pas mal à utiliser, Vagrant. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Peut-être que déjà parmi vous, vous utilisez Vagrant. Pendant ce temps, moi je lance un Destroy. Hop là. En tout cas, il va falloir que je creuse ça. Ça a l'air intéressant. Un peu plus que tu n'as jamais utilisé. Ça te donne envie d'essayer ou pas, Xavier? Surtout qu'en plus, justement, je vais vouloir... je pense que je vais vouloir voir comment l'utiliser sous Windows et macOS aussi, pour pouvoir vraiment avoir un panorama un peu plus... Il n'y a pas de souci, PDP Maker, en même temps, le début, il y a eu pas mal de blabla. Donc, si ça peut te rassurer... Alors, Elodie Léo, bonne question pour le prochain live. Je ne sais pas quand il aura lieu, dans l'immédiat. Le plus facile pour que vous sachiez quand est-ce que le prochain live, et je pense qu'il sera de toute façon sur la suite de ça, aura lieu, c'est de me suivre sur les réseaux sociaux. Alors, pour trouver tout ce qui est présent sur les réseaux sociaux, ainsi que le serveur Discord de la chaîne, c'est très simple. Il y a un point d'exclamation socials ici. Et en fait, ça va vous renvoyer vers anotherhomepage.org, qui est donc ma page perso. Et vous allez trouver notamment mon compte Mastodon, mon compte Blue Sky, mon compte Twitter, ainsi que l'adresse du Discord de la chaîne. Merci, bonne soirée à toi Fabstock, c'était cool de t'avoir. C'était cool d'ailleurs de vous avoir toutes et tous. Donc, puisque moi officiellement je suis toujours en pause de stream, mais c'est un sujet que j'avais envie de... Ouais, c'est bizarre que ça n'ait pas fonctionné. Je crois que c'est parce que le truc est pas... Ah, je suis allé un peu vite. J'ai pas activé le bot, en fait. Ah, le bot n'était pas activé, voilà. Donc là, maintenant, si on le refait, ça devrait marcher. Hop, point d'exclamation, socials. Hop. Voilà, là, c'est mieux. Voilà. Donc, c'est vrai qu'habituellement, je streamais 2 fois par semaine. En ce moment, je suis encore en pause de stream. Je vais voir quand est-ce que je peux restreamer de nouveau. J'espère le faire au moins une fois avant janvier. Je vous promets rien. Mais dans l'immédiat, je préfère rester en mode pause de stream. Je pense que je serai au moins comme ça jusqu'à courant janvier. Mais une chose est sûre, le prochain live sera sur la suite avec Vagrant.
Voili, voilou. On va aller peut-être se faire un petit raid, j'imagine. Bah oui, c'est ça. Adrien est en live. Donc, je vous propose d'aller le rejoindre. Comme ça, vous pourrez finir le week-end sur une note un peu plus musicale. Et oui, ça vous manquait, hein, le voili-voilou. Très bien, eh ben, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de semaine. Je vous donne rendez-vous bientôt, je l'espère. Effectivement, si jamais je le peux, je streamerai depuis l'Open Source Experience. Donc en fait, ça va être soit le prochain stream c'est Open Source Experience, soit le prochain stream c'est la suite de Vagrant. À mon avis, ce sera d'abord Open Source Experience si ça a lieu. Allez, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Je vais lancer le raid, je vais mettre la page de fin de live. Donc restez quand même pour le raid, pour aller faire un coucou à Adrien. Ciao, ciao!